1430 élèves sans place dans l'école de leur choix en première secondaire, dont un millier à Bruxelles. Le décret inscription refait parler de lui. Et des parents mécontents se mobilisent. Ils annoncent une manifestation. Est-ce le début d'un vrai problème pour le gouvernement? Quels sont les critères qui priment aujourd'hui et faut-il changer quelque chose? Bienvenue sur le plateau de Versus. J'accueille Sandra Mikils, bonjour, vous êtes maman, membre du collectif Enfants non admis et vous faites partie des organisateurs de cette manifestation. On verra quelles sont vos demandes. À côté de vous, Valériane Ouillot, bonjour, merci à vous aussi d'être là. Vous êtes la directrice adjointe de l'Institut Saint-Boniface Parnasse, c'est à Ixelles. On verra comment se passent les inscriptions dans votre établissement et quelles sont les questions que se posent les parents et qu'ils vous posent, je l'imagine. Et puis, vous interpellez les politiques, ils sont là pour vous répondre. Fatima Ahalouche, bonjour, vous êtes députée pour le Parti Socialiste, le parti de la ministre de l'Enseignement obligatoire, Caroline Désir. Et Calvin Soares, bonjour, vous êtes vous aussi membre de la majorité à la Fédération Wallonie-Bruxelles et vous venez d'une des communes apparemment fortement concernées au nord-ouest de Bruxelles. On verra aussi quelle est votre réponse. La première est pour vous, Sandra Mikils. Les règles évoluent chaque année un petit peu, on a cette impression-là, et vous dites aujourd'hui ce qui a été mis en place, vous le vivez, je le cite, comme un calcul discriminatoire, aberrant, inéquitable. Expliquez-nous ça. Oui, depuis en fait la nouvelle mouture du décret a changé l'indice composite qui sert à classer les enfants dans les écoles qui sont concernées par une demande qui est supplémentaire à l'offre. Et donc en fait on a réduit le poids de la distance domicile-école primaire, on n'a pas augmenté le poids de la distance domicile-école secondaire, de sorte qu'on a rajouté un énième coefficient qui est l'indice socio-économique de l'école fréquentée par l'élève. Résultat, ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que dans nos communes du nord-ouest de Bruxelles où il n'y a pas suffisamment d'écoles, en fait, l'indice socio-économique de l'école primaire est devenu l'élément déterminant pour classer les enfants. Et en résultat, on a dans nos écoles, par exemple, Sacré-Cœur de Jette, Sacré-Cœur de Gansoren, Maria Assumpta, Chris Roy, aucun enfant en dehors des priorités de fratrie ou de parents prestreints n'a obtenu une place dans l'école secondaire adossée. Et pire encore, on a en fait 80% de nos élèves qui n'ont obtenu aucun de leurs choix dans aucune des écoles. Certains ont mis 9 choix et c'est 0 place. Donc on va voir quelle est la réponse du pouvoir politique et comment vont s'organiser ces parents. Mais je me tourne vers la directrice adjointe d'une école. La période des inscriptions, c'est celle où vous voyez arriver beaucoup de demandes, j'imagine. Quelles sont les questions que se posent et que vous posent les parents? Est-ce que tout le monde maîtrise, comme madame a l'air de le faire, ce décret inscription qui va être un décret, voilà, et tout le monde n'est pas juriste forcément. Non, donc tout le monde ne maîtrise pas effectivement le décret, donc ils arrivent et en fait ils inscrivent, parfois les documents sont même pas remplis parce qu'en fait ils ne savent pas très bien où ils doivent mettre quoi et donc même dans les choix des écoles c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Après c'est beaucoup de questions comme a dit madame, c'est la question est-ce que je vais avoir une place, j'ai tel indice. Alors il y a des parents aussi qui eux par contre sont sur le site de la COJI, font des simulations et donc calculent en fonction de ces simulations et donc arrivent en disant voilà j'ai tel indice, est-ce que vous pensez que si je dépose chez vous je serai là, je serai prise, j'aurai une place en ordre utile. Donc voilà, il y a plein d'inquiétudes autour de ça. Et puis moi, je vois aussi quand même en nette progression, c'est les parents qui arrivent hors période, donc qui passent par les inscriptions chronologiques, parce qu'ils n'ont pas, soit parce qu'ils n'ont pas eu de place. Donc en fait, une fois qu'ils ont reçu la réponse de la COJI, ils n'ont aucune place nulle part. Donc ils passent par les inscriptions chronologiques, ou bien des parents aussi qui sont passés entre les mailles du filet et qui ont loupé en fait les 3 semaines d'inscription. Côté politique, on assume qu'il y a une volonté, comme l'a dit Mme Mikils, de s'appuyer sur les indices socio-économiques. Pourquoi ? Pour créer de la mixité, parce que ce n'est pas assez le cas, notamment dans les écoles à Bruxelles. Écoutez, je pense que c'était assez clair dans le décret, c'est-à-dire que l'objectif de ce décret inscription, parce que revenons quand même à la base, c'était de pouvoir rendre une procédure transparente, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, comment est-ce qu'on essaye de rendre une procédure transparente ? On essaye d'objectiver les critères qui permettent de départager, parce qu'il faut rappeler aussi, ça ne concerne que les zones en tension. En fait, c'est une minorité de cas qui sont concernés. Mais je vais vous donner, par exemple, on est sur 999 élèves, vous
l'avez dit, à Bruxelles. Je peux vous donner le cas de, par exemple, la Wallonie-Picard. Il y a 5 élèves sur la liste d'attente. Donc, on sait que c'est quelque chose qui concerne beaucoup, en tout cas, les communes du nord-ouest de Bruxelles. Ça ne veut pas dire que c'est anecdotique, ça ne veut pas dire que les familles le vivent bien, c'est pas ça du tout. Donc, l'objectif du décret, à la base, c'est quoi? C'est de pouvoir rendre une procédure transparente et d'objectiver les critères. Alors, les critères, évidemment, c'est compliqué à les mettre en place. Alors, on sait que c'est un indice avec différentes composantes. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas s'il est possible de trouver un indice ou une méthode de sélection qui pourra satisfaire tout le monde. Et donc, on entend le désarroi et on sait que des solutions sont cherchées. Par exemple, il y a eu 944 places de créées. Ne serait-ce que pour répondre à ce genre de tension. Mais oui, alors l'idée de la mixité sociale et d'une procédure d'inscription qui soit transparente, c'est une volonté du décret, oui. Calvin Soares, vous l'assumez aussi, vous êtes dans la majorité, il faut créer, on ne va pas dire forcer même à la limite cette mixité parce qu'il n'y en a pas assez dans l'enseignement. C'est un des objectifs assumés de la majorité? Alors d'abord, l'État est là pour assurer l'équité entre les citoyennes et les citoyens, quelle que soit la thématique. Donc, il faut entendre la détresse de madame et des parents qui se plaignent. Néanmoins, comme Fatima l'a dit, un décret est fait pour toutes les citoyennes et tous les citoyens, quel que soit le coin dans lequel on se trouve. Maintenant, il se fait qu'il y a un problème particulier dans le Nord-Ouest. Soyons clairs là-dessus. L'objectif premier du décret, et les gens font l'erreur, cette erreur, ce n'est pas forcément la mixité sociale. Il y a d'autres mesures qu'on peut prendre pour la mixité sociale. C'est de faire en sorte que les parents puissent avoir un accès équitable, quelles que soient leurs origines socio-culturelles, mais aussi l'objectif de transparence, d'accessibilité, que les parents puissent comprendre le système et qu'ils puissent finalement, en fonction de leur choix et de leur volonté, inscrire, faire leur choix, leur premier choix, leur deuxième choix, leur troisième choix. C'est ça le premier objectif. Mais il n'est pas atteint cet objectif. Si on écoute ce que nous disent les citoyens mobilisés ou la directrice adjointe, les gens... Alors justement, la question de la mixité, effectivement, si le critère de l'indice socio-économique a été mis en place, c'est effectivement pour qu'il y ait beaucoup plus de croisements, beaucoup plus de mélange. Pourquoi? Parce que l'objectif des écoles, c'est de former des citoyennes et des citoyens qui se côtoient, qui ont une ouverture d'esprit sur l'autre. Et donc, ici, qu'est-ce que le décret a prévu? Le décret a prévu quand même un double pourcentage au niveau de l'indice socio-économique. C'est-à-dire que pour essayer de corriger un effet pervers où il n'y aurait que des élèves d'une certaine condition socio-économique, donc on a prévu 20,2% en termes de priorité, et on a prévu 10,2% effectivement pour les élèves qui ne viennent pas d'écoles primaires à indice socio-économique faible. Oui, mais ce que Mme Mikils nous dit, et vous allez poser votre question, mais c'est que ça ne se concrétise pas dans les écoles, en tout cas que vous visez pour vos enfants. Brièvement, parce que j'entends la réponse. En fait, pour moi, le principal problème auquel on devait trouver une solution, c'est la création de plus de places et de plus d'écoles. Ok, Madame Mikils. Ça, on est tout à fait d'accord. Le problème est généré par le fait qu'il n'y ait pas assez d'écoles. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on a des enfants ici qui sont dans la situation où ils sont sur les attentes, où ils n'ont pas de solution. Et la raison, c'est parce qu'on a décidé de les classer selon leur indice socio-économique qui est collectif. Et là où j'ai un problème avec la mixité sociale, c'est qu'on est pour la mixité sociale. À partir du moment où, en conscience, on dit on accorde un seul indice socio-économique pour tous les enfants d'une même école, qu'ils soient en situation précaire ou non précaire, et on accepte en connaissance de cause de les condamner au même sort, moi, ça me pose déjà un problème. Deuxièmement, on a le fait que l'indice socio-économique, c'est une des variables, comme vous disiez, mais elle ne peut pas être l'élément qui sert à discriminer les enfants entre eux. Un enfant, comme vous le dites, a autant de droits, il faut, créer des écoles, il faut faire en sorte que les écoles soient qualitatives les unes et les autres, il faut valoriser les enseignements, il faut faire en sorte que les écoles soient interchangeables pour pouvoir jouer à cette dynamique d'enfants. Et quand vous dites qu'on va les mélanger, ça va faire exactement l'inverse. En fait, à partir du moment où on sélectionne en masse les 10% non-ICEF, ils se sont transformés, ils sont devenus selon l'indice socio-économique moyen des écoles. Et donc, c'est tous les indices socio-économiques plus faibles qui passent en priorité. Et donc, au lieu de mélanger les élèves, on les déplace en groupe. Et donc, les élèves, par exemple, de nos écoles, ils n'ont de la place que ou dans les écoles présumées incomplètes qui ne correspondent pas forcément au choix pédagogique des parents, ou dans des écoles qui ont une population qui est à un niveau socio-économique élevé. Et donc, on ne mélange rien, on déplace, en fait. Madame Houillot,
On a ici une maman inquiète pour son enfant, elle est la porte-parole d'autres. Vous nous avez dit beaucoup de parents ne comprennent pas le système. Moi, je voudrais qu'on pose la question des jeunes, ceux que vous voyez arriver en première, secondaire. Est-ce qu'ils en parlent entre eux? On a, nous, chaque année, le reportage de la famille qui n'arrive pas à inscrire son enfant. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils disent une fois qu'ils sont dans l'école? Est-ce qu'ils s'adaptent quand ils ne sont pas dans l'école qui était celle de leur premier choix, etc.? Alors oui, ils sont forcés de s'adapter. Mais je veux dire, moi, je pense qu'il y a deux gros problèmes avec le décret. Un, c'est que c'est la même chose pour n'importe quelle école en Wallonie ou à Bruxelles. Or là, je pense que la réalité à Bruxelles n'est pas la même que la réalité en Wallonie. Vous l'avez dit vous-même, il y a 4 élèves en 5 élèves qui n'ont pas de place. Le gros des problèmes, c'est Bruxelles. Donc, c'est appliquer les mêmes règles pour Bruxelles, alors que Bruxelles, les écoles se tiennent. Alors, je suis d'accord qu'il n'y en a peut-être pas assez dans le nord-ouest de Bruxelles, mais dans d'autres communes, elles se tiennent dans un mouchoir de poche, il y en a plein. Donc là, effectivement, je pense que là, il y a déjà un souci. L'autre souci, c'est de dire aussi que toutes les écoles sont les mêmes. Parce qu'on peut aller dans n'importe quelle école. Alors que ça, c'est pas vrai. L'école, à la base, les écoles, elles ont un projet pédagogique. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte, en fait, dans le décret inscription. On ne choisit plus une école pour son projet pédagogique. Donc ça, c'est un autre souci. Alors, les enfants, moi, j'ai des enfants qui sont chez nous à l'école primaire, qui ne savent pas entrer en secondaire. Donc, on partage les bâtiments, on partage la cour de récréation. Et ils sont encore, à l'heure actuelle, certains sur la liste d'attente, alors qu'ils ont fait toutes les maternelles et leur primaire là, et ils ne savent pas accéder au secondaire. Et pour ces enfants, évidemment, c'est une vraie inquiétude. Je veux dire, un enfant qui, au mois d'août, ne sait toujours pas où il va aller, vous pensez bien que c'est difficile. Et l'adaptation sera aussi d'autant plus difficile. Madame Ahaoul, on ne tient pas compte de la réalité de terrain. Est-ce qu'il y a une possibilité d'adapter le décret, peut-être pas d'ici la rentrée qui vient, mais peut-être l'année prochaine, par exemple? Non, j'entends tout à fait les difficultés et croyez bien qu'on les minimise pas du tout. Mais comme je vous ai dit, à un moment donné, si on choisit des critères, ça va être compliqué de trouver des critères qui vont contenter tout le monde. Je vais essayer de répondre à deux choses. Quand vous dites on choisit une école en fonction de son projet et qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Or aujourd'hui, les parents font un premier choix, un deuxième choix, un troisième choix selon ces critères-là. Or, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a 91% des inscriptions qui ont eu lieu où les gens ont eu le premier choix. Donc les gens ont pu quand même choisir ce qu'il y avait ensuite. J'entends bien la continuité entre le maternel, le primaire et le secondaire. Et que fait-on des enfants qui sont dans des écoles primaires qui ne sont pas adossés à une école secondaire? Donc forcément, ils risquent d'être aussi désavantagés. Donc c'est pour ça que je dis que quand on touche à un équilibre, c'est compliqué de dire tiens, ça m'a l'air d'être plus facile de faire comme cela, mais il faut voir la chose dans son ensemble. Idem quand on parle de mixité. Alors oui, apparemment, les communes du nord-ouest de Bruxelles, il y a cette idée de mixité, etc. Mais visiblement, on la retrouve sur le territoire, mais manifestement pas dans la répartition scolaire. Et donc, les indices socio-économiques d'écoles qui se trouvent pratiquement à quelques centaines de mètres, parfois l'une de l'autre, ne se valent pas. Donc c'est que là, il y a un problème. Il y a des écoles qui ont le succès qu'elles ont. Par exemple, on peut créer des places. Il y a d'ailleurs des écoles qui ont joué le jeu et qui ont créé des places. Et par exemple, il y avait le cas d'une de ces écoles où il y a 400 élèves sur cette liste d'attente. Donc, est-ce qu'on va ouvrir 400 places dans cet établissement? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une situation qui n'est pas Calvin Soares, ce que madame nous dit, c'est qu'en gros, on a quand même encore aujourd'hui des ghettos, ce que certains intellectuels engagés ont appelé dans la presse cette semaine des ghettos de riches. C'est ça que la réalité, c'est ça que le décret veut casser à Bruxelles? Oui, alors d'abord, il faut revenir à la situation d'antan. Pourquoi on est arrivé à prendre ce genre de mesures? Effectivement, parce que dans l'ancien système, les personnes qui maîtrisent le mieux les codes scolaires, qui maîtrisent le mieux le système, arrivaient toujours à s'en sortir, et ce sont des gens qui sont de milieux socio-économiques favorisés. Et donc, ce constat a été fait, des études ont été faites, et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut essayer de corriger cela? Est-ce que le décret est parfait? Non, il n'est pas parfait. Non. Et donc on essaye effectivement de le faire évoluer en fonction des difficultés qui se posent. Est-ce que ici, dans sa forme actuelle, il pourrait y avoir une évolution? Alors j'aimerais dire déjà une chose en 2024. Avant la fin de cette législature. En 2024, on a demandé à la ministre de travailler sur l'individualisation du critère socio-économique pour tenir compte des réels paramètres et non de l'école primaire de manière globale. Est-ce que c'est faisable sous cette législature? Parce qu'on vote dans un an, on nous a annoncé qu'en 2024, ça va commencer. Donc le problème va commencer à se résorber. Ça, c'est déjà un élément. Madame Mikils n'a pas l'air convaincue, mais vous répondrez après. Mais on écoute Calvin Soares. Bon, deuxièmement, moi, je pense que
il faudrait à un moment donné que les bourgmestres, que les autorités communales, que je regarde aussi les pouvoirs organisateurs, que la ministre, que tout le monde puisse s'asseoir et qu'on puisse discuter de comment est-ce qu'on peut régler le problème de la création d'écoles. Il y a une école parce qu'il y a une commune. Il y a eu l'effet Berkem. L'effet Berkem, comme la commune de Berkem-Saint-Agathe n'avait pas d'école secondaire, eh bien, on donnait la priorité aux élèves qui venaient de Berkem. Cet effet Berkem faisait que tous les élèves, ou quasiment tous qui venaient de Berkem, avaient la priorité sur les autres communes, ce qui créait encore des problèmes à l'époque. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut une assise, et moi, j'en appelle, donc j'ai envoyé une question écrite à la ministre, j'interpelle le bourgmestre de Gansour demain au conseil communal, pour voir quelles sont les mesures qui sont prises afin que tout le monde puisse s'asseoir pour essayer de régler le problème, puisque ce problème va se résorber petit à petit. Vous avoir du mal à créer 1000 places supplémentaires dans Non, Bruxelles. on ne va pas tout régler d'un coup. Ce serait mentir aux gens en leur disant tout va être réglé en un coup de Je voudrais la réponse de Mme baguette Mikitz qui a pris des notes. Et puis j'ai une question que je vous poserai à tous les quatre sur le tronc commun. Mais Mme Mikitz, vous vouliez répondre à Calvin Soares? En fait, aux deux, je me pose la question du seul critère. On dit c'est difficile de choisir un critère pour pouvoir effectivement être équitable pour tout le monde. Je pose juste la question de en quoi le fait de catégoriser les enfants par indice socio-économique, ça nous permet de prétendre à une équité de traitement. À partir du moment où, parce qu'ils ont un indice socio-économique X, ils sont discriminés d'une possible inclusion dans les écoles de leur commune et plus largement des communes voisines, parce que c'est la réalité auquel ils font face aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas le droit à l'inclusion, ils n'ont pas une égalité de traitement. Et c'est ça qui me pose... C'est quoi avec le collectif? C'est qu'on revienne à l'ancien système? Alors non, nous, ce qu'on demande, c'est effectivement, d'être entendu, d'avoir une rapide solution pour les enfants qui sont encore concernés par la discrimination qu'ils ont subie. Il faut savoir que les parents ont appris avec la décision de la COJI que leur enfant qui précédemment avait une place non plus, parce qu'il faut savoir aussi que ce décret il a été mis en application de manière immédiate. Donc des parents qui s'étaient renseignés quand ils inscrivaient ces parents ont inscrit leur enfant en 2017 et en 2019, en 2023, juste à un moment, on a changé les règles en cours du jeu. En fait, finalement, vous n'aurez plus de place. Ça aussi, il y a le principe de sécurité juridique qui normalement permet à la loi d'être prévisible dans son application et on a pris tous ces gens en otage. On demande une solution pour trouver une solution effectivement par la création d'écoles éventuellement très rapides pour ces enfants qui sont aujourd'hui scolarisés en 5e primaire et qui vont avoir exactement le même problème. Et en fait, on a vraiment peur pour la mixité sociale de nos communes parce qu'en fait, on voit des parents déménager. Des parents disent « Ok, moi, j'ai plus aucune chance dans aucune école de mes communes, je pars dans le sud de Bruxelles. » Et ça ne va faire que renforcer l'homogénéité sociale parce qu'en fait, en quoi le décret change la donne dans les communes du sud de Bruxelles les plus homogènes socialement. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a un vrai effet. Parce qu'en fait, mathématiquement, ça n'est pas possible. Brièvement, Calvin Soares, et puis ma question sur le tronc commun. En fait, je pense qu'il faut qu'on soit clair ici. Le décret, c'est quoi l'objectif du décret d'inscription? C'est l'accès à des écoles. Oui. Et donc, ici, il ne s'agit pas de créer une homogénéité Ici, c'est l'enfant qui est au cœur de la réflexion. Et donc, dans l'ancien système, on a observé qu'effectivement, dans certaines écoles, on ne retrouvait que des gens issus de milieux favorisés. Oui, parce que dans certaines écoles, font des choix. Il y a une sélection. Et donc, à un moment donné... Aujourd'hui, cette sélection peut se faire. En tout cas, le décret sort ses effets pour les premières secondaires. Je ne vais pas vous apprendre, enseignante, directrice, on va vers un tronc commun entre la fin des maternelles et la 3e secondaire. Quel sens ça a de garder une sélection sur base de critères objectivés par un décret à la première secondaire alors qu'on veut aller vers un tronc commun? C'est une vraie question technique. C'est une réflexion qui est en cours aussi. C'est-à-dire que le tronc commun arrivera en 3e, 4e primaire l'année prochaine et que donc c'est un processus qui se suit. Mais la question se pose aussi pour les CEB par exemple. Donc je veux dire, on accompagne un changement. Alors on le sait, c'est un changement en profondeur et en même temps il faut pouvoir agir aussi sur ce qui est là aujourd'hui. Donc on ne peut pas seulement regarder l'horizon, mais à un moment donné on est face à cette difficulté où des personnes ne trouvaient pas de place avec ce critère qu'on n'en voulait pas dans certaines écoles. Parce que dans tout ça, on n'insiste pas assez sur le fait que 50% des inscriptions sont faites sur un critère de priorité de type fratrie, un parent qui travaille dans l'école, etc. Et donc, je ne pense pas que parmi ceux-là, on ne retrouve pas des personnes avec un indice socio-économique plus élevé. Donc la moitié des places de l'école sont réservées déjà pour Mais donc, ça veut dire que ce qui se fait finalement aujourd'hui en première secondaire, en toute logique, quand le tronc commun sera vraiment
fonctionnera plein pot, on va dire, ça devrait fonctionner, ça devrait être mis en place dès le début des écoles primaires. Et les questions que Madame pose pour les secondaires se poseront pour les primaires dans quelques années. En sachant que certaines écoles primaires n'ont pas d'école secondaire adossée de nouveau. Donc, je veux dire, la question doit se poser dans sa globalité. Alors, en fait, par rapport au tronc commun, quand on parle des écoles du tronc commun, ça va prendre du temps parce qu'on ne va pas changer les bâtiments et les écoles en un rien de temps. Donc, ce système, c'est un système de transition. On est dans une transition et on va arriver à un moment donné où la question va se poser au niveau maternel et primaire. Et il ne faut pas oublier que, à nous, quand on parle de régulation à partir de la maternelle ou de la primaire, on nous reproche qu'on ne respecte pas la liberté aussi des écoles. Et donc, il faut tenir compte de l'évolution et voir, et c'est une réflexion, comme Fatima l'a dit, qu'on est en train d'avoir pour voir comment adapter le système à l'arrivée et à la progressivité du tronc commun. Madame Houillot, on a parlé des jeunes, on a parlé des parents. C'est vrai que dans votre école, il y a une liste d'attente déjà. Vous dites quoi aux parents? Il y a combien d'élèves sur la liste d'attente et il n'y a pas de chiffre pour tout le monde, mais enfin, est-ce que vous dites parfois des parents, à partir de la Xème place, c'est pas la peine d'espérer? Non, je ne prends jamais ce parti-là parce qu'on ne sait jamais. Il y a aussi le fait que dans ce décret, donc la nuit du 21 ou 22 août, je crois, cette année, ce sera ça, les listes d'attente sont vidées de tous les enfants qui ont en fait une place en ordre utile ailleurs, mais qui attendent évidemment d'avoir leur meilleur choix. Et donc, à ce moment-là, il se pourrait que la liste se réduise à 10, 15 enfants, et là, il se pourrait encore y en ait qui passent, alors qu'en fait, eux étaient tout à fait à la fin. Donc, je ne peux pas dire aux parents... C'est un calcul risqué pour les parents de se dire je suis Xème. Oui, je ne peux pas leur dire ça. En plus, chez nous à l'école, on a l'immersion et donc ça bouge aussi beaucoup avec l'immersion, puisqu'il y a des enfants qui s'inscrivent en immersion et en même temps qui attendent une inscription dans les écoles néerlandophones. Est-ce que c'est malin de calculer son coût en disant je ne vais pas mettre telle école parce que je sais que j'ai aucune chance voilà. Alors ça, je voudrais quand même juste rectifier. Vous dites que 90% des gens ont eu leur premier choix. Il faut savoir aussi que ce premier choix, moi je suis maman et je l'ai fait pour mes propres enfants, on calcule bien sûr. Je n'ai pas mis l'école de mon premier choix. L'école de mon premier choix, je savais que je ne l'avais pas. J'ai fait un calcul et je l'ai mis dans une autre école où je savais qu'il aurait une place. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ce premier choix n'est pas un vrai premier choix. C'est un choix stratégique. On calcule. Et effectivement, là, je pense aussi que les parents qui maîtrisent un petit peu, ce sont vraiment des calculs effectivement très stratégiques et les autres pas. C'est ça. On a presque écoulé notre temps de parole et vous avez le temps d'un jingle pour trouver votre argument recevable. Ça passe vite quand on a beaucoup de choses à se dire. Est-ce que vous avez entendu Madame Mikils, un argument recevable du côté des députés? La lutte contre les inégalités scolaires et sociales, je suis tout à fait partie prenante de... Calvin Soares, vous avez entendu un argument recevable? Oui, le bien-être de tous les enfants, quelle que soit leur origine socio-économique, et la construction de nouvelles écoles, on est d'accord là-dessus. Et je suis d'accord pour que la ministre et les bourgmestres vous reçoivent pour trouver une solution. Fatima, vous avez entendu un argument recevable? Parce que c'est les gens qui ne sont pas contents du travail de votre ministre. Je dirais que, évidemment, l'idée, c'est que l'enfant doit être au centre de tout et que donc ça, c'est quelque chose que je peux entendre et la difficulté qui est vécue par les familles qui doivent attendre le dernier moment pour cela. Et ça, c'est pas acceptable. On doit trouver une solution le plus rapidement possible pour éviter cette incertitude concernant ce décret. Anne Houillot, vous avez entendu un argument recevable? Mais la transparence, oui, ça je le maintiens. Ça manquait avant le premier décret inscription? Je pense, c'est pour ça que ce décret a été mis en place. On ne va pas s'en cacher, effectivement. Toutes les écoles ne jouaient pas de jeu, je pense. Sandra Mikils, vous continuez la mobilisation, vous allez manifester, vous espérez être reçu par la ministre? Tout à fait. Ce qu'on demande, c'est être entendu et de pouvoir discuter à des solutions concrètes pour ce caractère discriminatoire dont on a subi, malheureusement, je pense, bon gré mal gré, c'était pas du tout anticipé, mais... Merci à tous les quatre d'être venus échanger sur le plateau de Versus. On se retrouvera la semaine prochaine. Autre thème, autre question, mais de nouveau, 4 invités qui auront des choses à dire, vous le verrez.